Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions et réponses. Dans cette vidéo, je vais aborder entre autres le sujet du doute et de la confiance en soi. J'ai plusieurs questions qui m'ont été posées à ce sujet et une en particulier qui est assez intense, donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la question qui m'a été posée. Dans plusieurs vidéos, tu affirmes que l'on choisit nos épreuves avant de venir sur Terre. Tu communiques cela avec certitude, tu ne doutes pas. Qu'as-tu vécu qui fait que tu fais des affirmations? Dans mon cas, j'ai beau avoir vécu plusieurs expériences, je doute toujours. Et la deuxième partie de sa question est: en passant, je n'ai pas de guide, mais j'ai 27 amis non incarnés. Je te raconterai peut-être un jour pourquoi je dis amis et non guide. La nuance est très importante. Toi qui connais plusieurs personnes dans le domaine de la voyance, as-tu déjà entendu des gens dire le mot ami au lieu de guide? Je vais commencer par la première partie de cette question, qui est plutôt au niveau du doute ou de la confiance en soi. Il est vrai que c'est un sujet qui est facile à aborder et à appliquer dans sa vie dans un contexte de développement personnel, la confiance en soi. On voit plein de coachs aujourd'hui qui boostent cet aspect. Mais ce n'est pas dans cette optique que la question m'est posée. C'est dans une optique plutôt métaphysique. Donc, il est vrai que dans mes livres, dans mes vidéos, je fais des affirmations. Je n'ai aucun doute parce que je suis très centré et j'ai une confiance hyperbolique en moi-même, une confiance inaltérable en ce que je suis. Et je sais que je peux dire n'importe quoi, sachant que je ne suis pas n'importe qui. Avant de répondre vraiment à la question, j'aimerais amener quelques principes de base qui sont là dans ma pensée. 1% de doute, 100% d'échec. Ça, c'est très important. Cette phrase, je l'avais mis sur mon mur un bon bout de temps pour me la rentrer vraiment profondément dans ma pensée. 1% de doute, 100% d'échec, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que vous êtes sur un fil, vous êtes un funambule et vous marchez très très haut et tout va bien tant que vous êtes focusé sur le devant, tant que vous focusez en avant. Mais si, par mégarde, vous regardez en bas, vous constatez la hauteur, vous commencez à avoir un doute, alors vous allez commencer à shaker, à brasser un peu, et il est fort possible que vous allez tomber. Et il en est de même aussi au niveau des idées, de la pensée. Lorsque vous commencez à douter, vous commencez à vibrer, et là, ça vous décentre. Et la centration est extrêmement importante pour moi. Si vous êtes centré, vous êtes capable d'être dans la vérité. Et ce que vous allez affirmer va toujours être juste. Donc c'est une pensée juste, un acte juste. Mais pour ça, il ne peut pas avoir de doute. Donc 1% de doute, 100% d'échec. Il en est de même en tout. Alors, les maladies transmissibles sexuellement. Si vous avez des doutes, eh bien, ces doutes vont monter dans votre pensée comme des araignées. Et ils vont prendre le contrôle. Et ils vont créer un état d'esprit nerveux, faible, qui est propice à ça. Et vous allez attirer à vous des gens malades. Moi, personnellement, je ne me protège pas. C'est un autre principe important qui ne s'applique pas nécessairement dans la réponse aujourd'hui, mais tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Donc moi, si je fais l'amour avec une femme, je ne vais pas me protéger parce que si je me protège, je confirme que je me sens menacé. Et là, je peux revenir au principe de base qui est 1% de doute, 100% d'échec. Si je doute de ma capacité à amener les bonnes personnes dans ma vie, donc les bonnes femmes qui n'ont pas de maladie, eh bien c'est sûr qu'il va s'immiscer des gens et ma clarté ne sera pas à son maximum.
Donc, la première chose importante, c'est de ne pas douter. Et je sais que ça peut paraître grossier comme manière de penser, mais ça s'applique à un autre principe que j'ai. En anglais, c'est « fake it until you make it ». Fais semblant en attendant de le vivre ou de le faire pour de vrai. Par exemple, si tu veux te sentir en état d'illumination, de sentir le Dieu vivant, eh bien, fais comme si tu l'étais. Parce que si tu continues à dire « un jour, je vais l'atteindre, quand je vais valoir la peine, quand je vais avoir fait tel exercice, quand je vais avoir rencontré tel professeur », mais ça risque de ne jamais arriver parce que tu vas toujours projeter vers le devant. Alors que si, comme moi, tu te dis « je suis le Dieu vivant », je suis le Christ, ben, ça n'a aucune importance en vérité que tu le sois ou pas, parce que en étant dans un état où tu fais semblant, ben, il n'y a pas un grand pas entre être vraiment le Christ et faire semblant, parce que tu es déjà dans une vibration. Et un jour ou l'autre, même si tu ne l'es pas, tu vas le devenir par le fait que c'est dans ta pensée. C'est là à 100%. Un autre principe important, et ces principes que je vous donne, vous pouvez les écrire sur vos murs, ça va vous les rappeler sans cesse. Donc ce deuxième principe est « une personne peut avoir raison contre 1 million ». Je peux donc affirmer des choses énormes, comme la matière n'existe pas, comme c'est moi qui est né à mes parents, et non, c'est pas mes parents qui m'ont mis au monde. Et j'ai choisi mes parents, j'ai choisi le cadre dans lequel je vis présentement. Je me le représente présentement. Donc, je crée la représentation dans laquelle je suis. Et je peux affirmer ça avec force parce que, selon mon expérience personnelle, selon mes expériences mystiques, selon mes réflexions, ça fait du sens. Et tant que personne ne m'aura démontré que j'ai tort, par des vrais arguments qui me convainquent, parce que c'est facile de convaincre une audience de quelque chose, puisqu'ils sont des ignorants généralement. Donc, les grands avocats sont des maîtres dans l'art de convaincre les gens d'un mensonge. Mais à travers l'histoire, c'est arrivé souvent que des gens ont démontré qu'une personne peut avoir raison contre 1 million. Galileo Galilei, Copernic. Il y a des gens qui ont affirmé des choses qui étaient complètement contraires à leur époque. Et ces gens étaient 1 contre 1 million, mais ça ne faisait pas qu'ils avaient tort. C'est pas parce que l'Église leur a demandé de se récuser, de changer d'idée, les a torturés, que ça faisait qu'ils n'avaient pas raison. Mais avec le temps, ben, on le voit bien maintenant, ils avaient raison. Un autre principe important qui est là dans ma vie depuis toujours, il vaut mieux être hardi que prudent. Je pense que c'est important d'être prudent aussi, mais dans la majorité des cas, je pense que c'est important d'être fort. Ce que moi je remarque, c'est qu'il y a dans la vie des fenêtres d'opportunité. C'est un concept très important en astronomie. Quand un vaisseau spatial veut aller dans l'espace, eh bien, il y a une fenêtre d'opportunité qui est idéale. Et c'est pas 1 heure après, c'est pas 1 heure avant, c'est exactement à ce moment-là. Et c'est exactement à ce moment-là que le vaisseau doit sortir pour entrer dans l'orbite d'une telle planète pour être projeté très rapidement ailleurs, avec la moindre friction. Et il en est de même dans la vie. Il y a un moment où il faut avancer. Une porte s'ouvre, on rentre, la porte est déjà fermée quelques secondes plus tard. Et moi, j'ai déjà vu ça très souvent dans ma vie. Parce que j'ai des gens, des fois, dans ma vie qui doutent beaucoup, qui ne voient pas les fenêtres d'opportunité. Et moi, je fonce souvent, tête baissée. Et la porte pourrait se refermer. Un bon exemple pour moi, c'est dans le film Matrix. Il y a un moment où le vaisseau de Morpheus s'en vient à toute allure vers la base centrale. Il est poursuivi par des robots destructeurs. Et là, il file à toute allure.
Et la porte est encore fermée, mais il a une telle confiance. Il a une telle confiance que la porte va s'ouvrir, qu'il fonce à toute allure. Et il va nécessairement s'écraser. La porte est fermée. Mais à la dernière minute, par in extremis, la porte s'ouvre. Et il entre dans la base. Un peu en s'accrochant un peu, mais il passe à travers au lieu de s'écraser. Et moi, j'ai remarqué souvent ça dans ma vie, que si tu n'as pas confiance en toi, tu manques des opportunités. Et j'ai des opportunités comme ça qui se sont présentées et c'est une porte qui s'ouvre et qui se referme tout de suite. Et étant partie de ma personnalité de ne pas douter, je fais juste foncer, j'avance. Je peux appliquer ça dans tous les domaines de ma vie. J'ai des clients aussi des fois. C'est un moment, c'est là que ça se passe. Je les connais pas vraiment et je suis obligé de leur faire confiance, mais je le sens, je peux leur faire confiance et j'y vais. Et c'est arrivé que le contraire se présente aussi et je dis non à cette personne. Et donc, il y a des fenêtres d'opportunité à des moments où on ne peut pas s'en remettre à notre intelligence rationnelle pour décider si on avance ou pas. C'est juste, la porte s'ouvre, on doit entrer et faire confiance. Et s'il y a un doute, il y a une fraction de seconde de recul et la porte va se refermer et on ne peut plus entrer dans la situation. Donc, il vaut mieux être hardi que prudent. Un autre principe, attention, la première idée est toujours la bonne. Il y a un moment où on a une première impression et c'est fulgurant. Quand on rencontre quelqu'un, on a plein d'informations qui nous viennent. Quand on entre dans une nouvelle situation, une nouvelle maison. Et on devrait toujours porter attention à cette première impression, cette première intuition, car c'est la bonne. Et dans la question qu'elle m'a posée, cette femme, elle m'explique justement qu'elle entend des voix. Elle est médium, donc elle entend la voix et elle la transmet, mais elle commence à douter après que c'est vrai. Donc la première impression est la bonne. On ne peut même pas se poser la question si c'est vrai ou pas. Il n'y a aucun moyen de le savoir, en vérité. Mais quand le cerveau commence à rationaliser, c'est là que tout est brisé. Et c'est là que l'impulsion de base va être tordue et que la vérité peut être perdue. Il faut donc s'éduquer à faire confiance à cette première impression. Quitte plus tard à changer d'idée si on s'est rendu compte qu'on avait tort. Parce que il faut toujours rester ouvert. La réalité, elle bouge, elle est ouverte, donc il y a toujours des changements. Et ça se peut que cette première impression, parfois, soit teintée par votre manque de clarté de l'instant présent. Ça, c'est un autre cas. Donc, c'est important d'être centré, d'être clair. Et lorsque vous êtes clair, cette première intuition, elle est toujours la bonne. Et tout de suite après, lorsqu'on commence à douter, là, on perd le contact avec son centre, sa centration. Un autre principe pour moi qui est très important, c'est la confiance hyperbolique. Donc, au doute méthodique de Descartes, moi j'oppose. Donc, au doute méthodique de Descartes, moi j'oppose la confiance méthodique ou la confiance hyperbolique. C'est une hyper confiance en soi-même, alors même que tout dans le monde nous démontre qu'on a tort. Je me dresse sur mes deux jambes, alors même que tout autour de moi me démontre que j'ai tort. Pour moi, ça n'a pas d'importance ce que la majorité pense, parce que la majorité n'est pas centrée. Elle n'a pas réfléchi sur les sujets qui m'intéressent vraiment. Et si je commence à être à l'écoute des qu'en dira-t-on, de tout ce que les gens croient autour de moi, je vais être décentré et je ne serai plus dans la vérité. J'ai donc appris à me faire confiance de manière absolue. En tout cas, dans les choses les plus importantes, dans mes convictions les plus fortes. Je n'ai aucun doute parce que j'ai répondu à mes questions. Et cette confiance hyperbolique, et c'est une confiance qui passe par-dessus tous les doutes et qui est une confiance du futur, en fait. J'ai une confiance totale en ce que je peux dire. Et aussi une confiance totale en ma capacité de me renouveler et de me réajuster à une situation. Donc, même si j'ai tort, j'ai raison.
Parce que moi, je considère que je ne fais aucune erreur. C'est plutôt des mouvements stratégiques de mon être. Donc, ce que les gens généraux, ce que l'homme du premier niveau va voir comme une erreur, moi, je vais toujours voir ça comme un mouvement stratégique de mon être parce que j'ai confiance en mon être. J'ai confiance en ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis. Et un dernier concept important avant que je puisse vraiment répondre à la question, c'est les évidences sauvages. Donc, je suis un chasseur d'évidences sauvages. Les évidences sauvages, c'est dur à décrire, mais ça vous est peut-être arrivé. Il y a un moment, justement, c'est cette première impression. Mais des fois, cette première impression, elle est tellement vive, tellement vivante, qu'elle a quelque chose d'anormal, de bizarre, et comme une anomalie. Un peu, encore là, comme dans Matrix, quand il arrive à un point, ils descendent les escaliers, et là, je pense que c'est Trinity qui voit un chat passer 2 fois. Donc, il y a une glitch dans le programme. Un déjà vu. Et ça, pour moi, ça, c'est une évidence sauvage. Il y a quelque chose qui m'indique que je dois porter attention. Un peu comme quand vous vous levez la tête, vous regardez votre horloge, il est 11h11. OK, c'est pas si spécial, mais si ça fait 5 fois aujourd'hui que vous faites ça et ça fait le 11h11, bien là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train... Il y a une évidence sauvage qui est là. Il vous faut la chasser dans le sens comme un fauve et l'attraper pour la comprendre, l'absorber. Donc moi, je suis toujours à l'affût des évidences sauvages. Et c'est ce qui fait que je ne doute pas sur des choses complètement folles. Et que n'importe qui maintenant pourrait argumenter des arguments, ça va pas me déranger, ça va même pas me faire douter. Parce que j'ai fondé mes certitudes en moi. J'ai pas fondé mes certitudes dans la science, dans ce que la religion me dicte, dans les maîtres spirituels. Non, parce que j'ai vécu des expériences très fortes et très vraies. Tellement vraies qu'ils m'ont montré que la réalité ici n'est pas aussi réelle que la réalité intérieure. Si je reviens plus précisément dans la question qui était qu'as-tu vécu qui fait que tu fais des affirmations comme ça? Alors, mon vécu, moi, je crois que c'est un aspect de ma personnalité qui a toujours été là. J'ai confiance en moi. Bien que je suis quand même une personne très timide. Moi, je suis quelqu'un... Si je vais dans un lieu public, dans un bar, ce ne serait pas la personne qui va aller voir une femme pour lui parler. Je sais pas, ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. Je suis trop timide. Et en même temps, je sais que mes idées sont tellement fortes, sont tellement extraterrestres, que dans la majorité des cas, cette femme va prendre peur. Elle ne comprendra même pas de quoi je lui parle. Et moi, je ne serais pas intéressé à faire d'une conversation mondaine sur le sport, la température. Donc, je préfère me réserver à des femmes qui s'intéressent à mes idées, qui viennent à moi ayant déjà vu des vidéos, lu mes livres, et avec qui je peux avoir des conversations intelligentes. C'est rare, mais ça arrive. Donc, par exemple, dès l'âge de 10 ans, moi j'ai eu la vocation de la bande dessinée. Je suis tombé en amour avec la bande dessinée. Et j'en ai fait beaucoup. Et j'ai jamais douté, je me suis jamais posé la question, est-ce que je vais faire de l'argent, est-ce que je vais réussir à survivre avec la bande dessinée? Ça ne s'est jamais présenté à mon esprit. Pour moi, c'était pas important. Parce que ce qui était important, c'est de vivre ma passion et jamais faire de la bande dessinée. Et donc, j'en ai fait beaucoup quand j'étais chez mes parents. Et même quand j'ai terminé l'université, eh bien, ayant des amis qui étaient sur l'aide sociale, je me suis mis sur l'aide sociale pour ne pas avoir à travailler. Pour pouvoir faire de la bande dessinée, c'était vraiment mon objectif, faire de la bande dessinée. Il n'y avait aucun but de faire de l'argent nécessairement, d'être dans des revues, d'être publié, bien que c'est un rêve quand même, d'être publié, mais pour moi, c'était faire de la bande dessinée qui m'intéressait. C'est pas nécessairement de la vendre pour faire de l'argent et devenir un auteur populaire, etc. Un autre aspect important de ma capacité de ne pas douter, elle s'est démontrée très rapidement, par exemple, dans le dessin d'observation. Quand je suis arrivé à Montréal, je dessinais beaucoup.
obsessivement. J'avais toujours mon cartable à dessin, j'allais dans les bars, les cafés, dans les parcs, et là, je dessinais des gens. Alors, dans un contexte comme ça, j'ai quelqu'un en avant de moi dans un café, il est en train de prendre un café. Je ne peux pas le regarder directement parce qu'il va se demander qu'est-ce que je fais, il va se rendre compte que je suis en train de le dessiner, il va devenir nerveux, ça va peut-être le fâcher. Donc, je dois comme le regarder au coin de l'œil puis dessiner très, très, très rapidement. Cela m'a obligé à utiliser des méthodes, justement, très, très systématiques. Donc, très rapidement, je pouvais, en quelques secondes, tracer les formes géométriques, la tête ronde, les bras carrés, etc. Et là, si j'avais du temps, bon, je pouvais aller préciser un peu les muscles, préciser les formes générales, mettre des détails, un petit peu, pas trop. Et là, si j'avais encore plus de temps, je commençais à mettre les ombres principales. Vous voyez, j'ai un ombre ici, il me suffit de dessiner l'ombre et mon visage ressort. Les ombres ici. Et tout ça, je pouvais faire ça très, très rapidement. Et on ne peut pas douter quand on fait ça. Parce que si je doute, ça commence à être pas beau et c'est tout croche. Et ça, c'est un principe de base que n'importe quel dessinateur, n'importe quelle personne qui fait du dessin d'observation connaît parce que 1% de doute, 100% d'échec. Tu dois enlever ton mental. Et ça, je le comprenais intuitivement. Mon mental ne devait pas faire d'interférence. J'avais mes yeux étaient liés à ma main. Et ça dessinait. Alors que si ça passait par mes yeux, par ma tête, par mes bras, non, ça ne marchait pas. Ça pouvait marcher dans mes bandes dessinées parce que là, c'était plus une réflexion. Donc, je faisais mes sketchs avant, j'avais les personnages dans ma tête. Et là, c'était beaucoup de l'imagination. Mais dans le dessin d'observation, non, oublie ça. Si tu veux dessiner un objet ou une personne, tu dois complètement enlever le mental, enlever le doute et être. Être à 100%. Et ça a été une grande école. Ça a été mon meilleur professeur de spiritualité, ça a été le dessin d'observation. Parce que pour bien dessiner, tu dois être complètement dans le ici-maintenant. Être une paire d'yeux liée directement au crayon. Et ce fut de même dans la bande dessinée abstraite. J'ai commencé à faire beaucoup de BD abstraites et de la peinture abstraite aussi. Surtout ce que j'appelais mes abstractions. Donc ça, c'était des centaines et des centaines de petits dessins abstraits. Et ça, j'en ai fait plus de 1500 pages au cours des 10 années dans ma vingtaine. Et encore là, c'est abstrait. Il n'y a pas moyen de savoir si c'est bon ou c'est mauvais. Tu dois te faire confiance. Donc, je dessinais rapidement, j'ajoutais des petits détails, même à la fin, je mettais des couleurs. Et tout ça, c'était dans une rapidité assez foudroyante pour ne pas réfléchir, pour ne pas penser, pour être complètement dans l'acte. L'acte juste, la couleur juste, la ligne harmonieuse. Et ça encore là, ça a été un grand professeur. Et donc, dans mon cas, je dirais que ma grande confiance en moi est venue par mon œuvre en tant qu'artiste. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de créations. Et j'ai confiance en moi parce que je sais que je peux faire ce que je veux dans mon domaine, dans mon art. Si je veux faire de l'hyper-réalisme, je peux le faire. Bien que ça ne me tente pas généralement, mais il y a des périodes où j'en ai fait et je me suis démontré que je suis capable de le faire. Et ça m'a donné une très, très grande confiance. Et j'avais d'ailleurs vu un livre que je mettrai ici en dessous, parce que je ne me rappelle pas exactement du titre, mais c'était Surfing to Nirvana. Quelque chose du genre. Son auteur est un maître du snowboard. Il a fait toutes les montagnes de la planète, ou presque. Là. Il a gagné toutes les compétitions. Il est vraiment un pro. Il est blasé. Et là, il décide d'aller dans l'Himalaya, la plus grosse montagne. Alors, il se rend là-bas, prend un avion, se fait jeter sur le dessus de la montagne, il commence à descendre. Et là, à un certain point, un vieux monsieur tibétain passe devant lui et paf! Il s'écrase contre lui. Et c'était son professeur spirituel, son professeur d'illumination. Et là, passé un peu la colère, il se rend compte que cette personne va lui apprendre à s'éveiller. Et c'était ça son but, c'était de s'illuminer, d'atteindre l'illumination. Et son professeur lui fait comprendre que tu ne peux t'illuminer
que par ce dans quoi tu es le meilleur. Et lui, dans son cas, c'était le surf ou le snowboard. Donc, le professeur procède à lui enseigner des techniques pour attirer son attention, pour se centrer. Et ces techniques passent même au niveau du rêve lucide, où là, il fait du surf, du snowboard dans des rêves lucides. Il fait des passes complètement impossibles. Et il atteint l'éveil. Et ça m'avait fait comprendre que pour atteindre l'éveil, on doit focuser sur ça dans quoi on est le meilleur. Et moi, pour moi, c'était l'art. La bande dessinée en particulier, mais tout ce qui est autour, la création en général, parce que je faisais de la musique aussi à ce moment-là. Et j'étais très satisfait de ce que je faisais en musique aussi. Donc, je me suis servi de mon art pour m'éveiller, pour atteindre la plus grande clarté possible. Et il faut vraiment que vous vous interrogiez dans quoi vous êtes le meilleur. Parce que si vous n'avez pas ça, comment vous illuminer, comment vous éveiller, comment être clair si vous ne savez même pas ça? Quel est votre antélichie? L'antélichie, c'est ce que je me suis donné à être. Ce que je me suis donné à être, moi, c'est d'être un artiste, un témoin. Il est venu ensuite l'époque psychédélique, où j'ai fait des expériences psychédéliques à tout casser, qui m'ont emmené vers des expériences mystiques. Ça m'a pris de court, je ne m'attendais pas à ça, je ne savais même pas que c'était possible. Et là, je suis entré en extase. J'ai revécu des moments avant de naître, j'ai vécu des moments dans le futur, j'ai vécu des moments à d'autres niveaux de la réalité, le niveau de la gravitation, mais j'ai rencontré des êtres d'essence énergétique dans d'autres états d'être. Donc j'ai vécu des expériences très, très folles, très déstabilisantes, mais plus qu'en parallèle, j'étudiais comme un fou. Moi, je dirais que je suis comme un culturiste de l'étude. J'étudie beaucoup et j'adore étudier. Mon cerveau, il réagit très bien aux livres. Je peux engorger des livres et des livres et je retiens l'information très facilement. Je la comprends et je la compile très facilement. Et à cette époque, j'étudiais beaucoup et toutes mes expériences mystiques corroboraient avec ce que j'avais étudié. Donc, même pendant une expérience, je comprenais ce qui m'arrivait. Ce qui est souvent pas le cas parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vécu des extases, des expériences de lumière blanche. Ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris l'importance de ça et ils n'ont pas été capables de savoir ce qui se passait. Alors que moi, je savais, même pendant que ça se produisait, je venais juste de le lire dans les livres, par exemple, de Stanislav Grof, de Timothy Leary, je savais que c'était possible. Donc quand ça arrivait, j'avais pas de doute. Et encore là, ces principes dont j'ai parlé au début s'appliquaient automatiquement. Dans l'état d'extase, je n'avais pas de doute parce que je savais c'était quoi. Donc, je me laissais être dans l'extase. Et ça faisait grandir encore plus l'extase. Ça la faisait éclater. Au lieu de l'éteindre, par un geste de recul, de doute, le mental revient, non, je m'ouvrais encore plus. Et comme disaient les Beatles, let go. Non, c'est let be. Let go, c'est différent. C'est moins un geste de pouvoir. Mais let it be. Te laisser être. Dans mon histoire, il y a eu plusieurs moments où j'ai vécu des choses très fortes, complètement abstraites et complètement extraterrestres, et que personne autour de moi ne pouvait comprendre. Et je me suis, d'une part, renforcé en étudiant le sujet, avec les gens les plus intelligents dans ces domaines-là, les plus avancés. Et d'autre part, je me suis efforcé de vérifier dans les faits. Par exemple, j'ai eu une période où je faisais beaucoup de rêves lucides. J'étais très conscient dans mes rêves. Et là, je rêvais à ma soeur, à ma mère, à des gens proches de moi. Donc, qu'est-ce que je faisais le matin? J'appelais cette personne, je lui disais « À quoi tu as rêvé cette nuit? » Et la personne commençait à me raconter son rêve. Et là, je me rendais compte qu'elle avait rêvé à moi. Et donc, en faisant ça souvent, ça m'a donné une très, très grande confiance en mes prémonitions dans mes rêves. Et je me suis rendu compte qu'il y avait comme quelque chose que je pouvais sentir qui me disait que c'était vrai. Parce que des fois, c'était des rêves où c'était pas ma soeur vraiment. C'était ma soeur comme symbole, ma mère comme symbole. Donc, j'ai appris à faire la différence par essai-erreur, en vérifiant. Et à un moment donné,
Il faut arrêter d'avoir les petits trous. Un peu comme quand vous êtes jeune et vous avez un vélo et vous avez les deux petites roues. Vous allez avoir l'air stupide si à 20 ans, vous avez encore vos petites roues. Et à un certain point, les petites roues sont importantes, mais à un autre point, il faut les enlever. Parce que c'est le temps d'avancer et d'être un adulte, d'être mature, de se faire confiance, de faire confiance en son équilibre. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai tellement prouvé de fois que j'avais raison dans mes intuitions, que j'ai fini par être conscient que la vérité est très, très forte en moi. Je mets des bémols parce que justement dans la deuxième partie de la question, il est question de médiumnité, de channeling. Et là, c'est un domaine dans lequel c'est pas nécessairement mon domaine. Mais voici justement la deuxième question, pour vous la rappeler. En passant, je n'ai pas de guide, mais j'ai 27 amis non incarnés. Je te raconterai peut-être un jour pourquoi j'ai des amis non guides. La nuance est très importante. Toi qui connais plusieurs personnes dans le domaine de la voyance, as-tu déjà entendu des gens dire le mot ami au lieu de guide? Il est vrai que dans la majorité des cas, les gens cherchent des guides parce qu'ils sont des enfants, tout simplement. Ils sont immatures, donc ils ont besoin d'un papa. Si ce n'est pas un papa dans le ciel, Dieu, mais ça va être un autre type de papa, un guide. Le guide comme des anges. Le guide comme étant la personne qui prend votre main et qui vous fait avancer, qui vous traite comme un enfant. Parce que vous n'êtes pas capable de voir vous-même le chemin devant vous. Moi, je n'ai pas besoin de guide. Je n'ai jamais eu besoin. Et dans ma pensée, il n'y a pas ce concept de guide. Il n'y a pas de concept des anges. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas. C'est juste que pour moi, si un ange vient me voir, je vais lui dire « Hey, tu es mon être. Cesse d'être extérieur à moi parce que moi, je ne te vois pas extérieur à moi. Je n'ai pas besoin d'un guide, je n'ai pas besoin des anges parce que je suis complet et que je suis capable d'aller chercher mes réponses à l'intérieur de moi. » Et là est la différence. On est dans une société de coachs. Les gens ont besoin de guides, les gens ont besoin de professeurs. Ils ont besoin d'un papa. Le pape, et le papa, le président, qui est notre papa. Alors, on est guidé par ces gens qui, bien souvent, nous utilisent et nous pressent comme des citrons. On est comme des moutons qui sont menés à l'abattoir. Donc moi, je ne reconnais pas le titre de guide à personne. C'est ça. C'est que je désactive tout de suite cet aspect-ci. Parce que bien sûr, j'ai des gens qui viennent à moi dans mes rêves, j'ai des prémonitions, j'ai des extraterrestres qui viennent me parler, mais je ne les ai jamais considérés comme mes professeurs, comme mes guides. Je les considère comme des parcelles de moi-même. Parce que c'est mon être qui parle par moi. Et si je n'arrive pas à l'entendre, il va servir de miroir pour que je puisse l'entendre d'une autre manière. Donc, les anges, les guides sont les extraterrestres, que ma sœur les a vus dernièrement aussi, des êtres qui sont là pour me télécharger de l'information. Moi, je ne les vois pas comme quelque chose d'extérieur. Donc, le fait que tu les appelles tes amis démontre que tu es d'une part déjà plus mature. Tu es plus mature que la majorité parce que tu ne cherches pas, tu te mets à égalité avec eux, donc je te félicite. Je te félicite, mais le petit pas qui te reste à faire, ça serait de voir ces amis comme ton être. Alors là, tu deviendrais complète. C'est pas évident, bien sûr, parce que on est dans une société hyper transcendentaliste, donc tout est extériorisé. Mais ces amis, moi je pourrais dire que c'est probablement toi dans le futur, tout simplement. Ils sont toi. Toi qui viens te revoir, ou toi dans une vie simultanée qui revient vers toi. Donc, oui, tu peux t'aimer avec toi-même, mais en vérité, c'est ton être qui te parle et qui se sert des objets autour de toi pour te parler. Ça, si tu me poses la question à moi, c'est ça que moi je vais te répondre, parce que si tu veux un autre type de réponse, ben je peux te suggérer
des médiums qui sont proches de moi, qui eux vont te parler un autre langage, le langage de la canalisation. Ils entendent des voix. Et si tu veux développer cet aspect, entendre les voix et les transmettre, c'est eux que tu dois aller voir. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais te mettre quelques liens en dessous de gens que je respecte beaucoup et qui font ça dans presque tous les jours. Il y a ma sœur en particulier, Joanne Lazur, Joanne Terrien, des gens très forts dans la médiumnité. Et ces gens-là ont appris à faire confiance à cette intuition, à cette voix. Quand ils voient quelqu'un, ils ont appris à le transmettre sans mettre d'interférence. Mais ça, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Les autres, ce sont des transcendantalistes, justement. C'est des gens qui extériorisent leur perception. Donc, ce sont les anges qui viennent leur parler et ils transmettent leur message. Alors que dans mon cas, ce qui fait ma grande force et ma capacité d'être hypercentré, c'est que je ne reconnais pas que je ne suis pas un canal. Je ne suis pas un canalisateur, donc je ne canalise rien. C'est mon être qui parle à travers moi. C'est le par-l'être. Donc, il faut d'abord se donner un être, le faire grandir. Et dans mon cas, je l'ai fait grandir par mon art, tel que je l'ai expliqué un peu plus tôt. Par ce dans quoi je suis le meilleur m'a permis de me centrer, de gagner une confiance hyperbolique pour atteindre un état où je peux affirmer des choses complètement folles sans avoir aucun doute. Et donc, c'est quand même une vidéo très complexe parce qu'il y a beaucoup d'idées. Donc, c'est possible que vous allez devoir l'écouter plusieurs fois. Et les principes que j'ai donnés dès le départ, ils sont comme c'est un système de pensée. Donc, c'est un système philosophique, un système métaphysique. Et ces principes-là sont comme des garde-fous qui peuvent vous ramener vers votre être, toujours. Donc, 1% de doute, 100% d'échec. Et ces choses-là peuvent, à la longue, devenir intégrer complètement ce que vous êtes et ne plus y penser. Un peu comme quand on commence à conduire. Au début, je me rappelle, la première fois que je suis entré dans une auto, tout est là, ça flash, les lumières, les poteaux, les pancartes d'arrêt, les autos en avant. Mais peu à peu, on relaxe. Et là, on peut même écouter de la musique et commencer à parler pendant qu'on conduit une auto. Et c'est la même chose au niveau des idées, de la pensée. Donc, pour répondre plus clairement à ta question, j'ai beaucoup entendu parler des gens parler de leur guide. C'est très rare que des gens parlent de leurs amis. D'ailleurs, je n'en connais pratiquement pas. Moi, je peux parler des amis de mon essence. Donc, moi, je vais en parler parfois. Mais ultimement, les amis de mon essence sont aussi partie de mon être. Et donc, pour moi, même plus, je vais plus loin que le concept des amis, parce que ce dont tu me parles, ce sont des êtres qui sont là comme un comité. Et par exemple, le rayon violet, qui est un autre de mes clients pour qui j'ai fait le site web, rayonviolet.com, c'est comme un comité d'anges, d'êtres d'essence énergétique qui parle à travers Pierre Lessard. Il est un canal. Et il est un très bon canal. Mais moi, je ne suis pas un canal. Je ne veux pas être un canal. Je ne serai jamais un canal parce que si je suis un canal, je suis un objet pour quelqu'un d'autre. Je suis un serviteur. Je suis un esclave. Je suis libre. Je suis libre, moi, en tant qu'être. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre dans un état parfait pour canaliser. Et je ne vais laisser personne parler à travers moi. Parce que souvent, ce que j'ai vu, moi, c'est que quand quelqu'un fait de la canalisation, il ne se souvient même pas de ce qu'il a dit. Il est tellement dans un état détaché de lui-même qu'il laisse parler quelqu'un d'autre à travers lui. Non, pour moi, ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas une option. Si je vous parle, c'est mon être qui vous parle. Et dans toutes mes vidéos, les certitudes métaphysiques que je transmets viennent de moi, toujours de moi. Elles ne viennent jamais d'un guide extérieur à moi qui parlerait par moi. Tout ce que je vous dis est réfléchi. Et réfléchi par ma personne. Vous voyez la réflexion ici, c'est mon être parle, c'est le par-l'être. Et comme un miroir, ma personne réfléchit
cet objet qui est ma pensée. C'est très intéressant. Et là, on est dans la métaphysique et c'est certain que ça va générer d'autres questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est très normal d'avoir des questions à une certaine étape de sa vie. Mais le but est évidemment d'arriver à un point où on n'a plus de questions métaphysiques. Moi, je n'ai plus de questions métaphysiques. J'ai trouvé toutes les réponses au niveau de la vérité. Bon, j'ai des petites choses qui m'intéressent dans le monde du niveau 1, mais les vraies questions, hein, d'où je viens, qui suis-je, suis-je, où vais-je, pourquoi je suis sur cette planète, moi j'y ai déjà répondu. Puis une fois que j'y ai répondu, je passe à d'autres choses. Ne doutez pas. Une fois que vous avez répondu à vos questions, mettez-vous en marche d'un pas résolu et entrez dans l'absolu. Entrez dans l'absolu, mes amis. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo de questions et réponses. Si vous avez apprécié, bien, laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter, car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon vlog, le vlog de Nicolas de Montréal, et vous allez découvrir comment j'applique dans mon quotidien ces grandes pensées que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Et vous voyez, il faut rester simple, et ces grands principes métaphysiques sont bien souvent des choses très très simples qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Restez attentifs, mes amis, restez curieux et gardez l'esprit ouvert à la philosophie. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, soyez des amants de la sagesse, mes amis. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Really